Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 2 de décryptage de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, trois faits importants, la question des services publics avec l'EDF et la SNCF, la question de l'évasion fiscale avec une nouvelle étude à l'échelle européenne, et enfin la question de la crise qui traverse le Venezuela depuis maintenant plusieurs semaines. Sur les services publics, on a vu au milieu de la semaine, mercredi, que la Commission de régulation de l'énergie avait préconisé au gouvernement d'augmenter les prix de l'EDF de 6%. Pour bien savoir de quoi on parle, déjà, qu'est-ce que c'est la Commission de régulation de l'énergie? Elle a été créée en 2000 suite aux directives européennes de libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité. Son objet principal, c'est de s'assurer que ces marchés-là n'entravent pas, en tout cas l'accès à ces marchés-là, n'entrave pas la concurrence. Donc on voit bien l'idéologie qui gère et qui guide les actions de cette commission de régulation. Elle est aujourd'hui dirigée par Jean-François Carenco, qui a été nommé par le président de la République pour 6 ans et qui est l'ancien préfet d'Île-de-France, et qui s'était déjà signalé en 2017 par un interview dans Les Échos, où on lui demandait est-ce que vous êtes satisfait de l'ouverture à la concurrence? Il disait oui, et quand la journaliste l'a interpellé sur le fait que ouverture à la concurrence, en tout cas au niveau de l'énergie, ne signifiait pas baisse des prix, est-ce que c'est quand même une avancée? Et il disait oui, au motif que pour lui l'ouverture à la concurrence, c'est aussi l'innovation, et il disait par exemple, Linky c'est le bébé de l'innovation. Donc on voit un peu ce qui guide ce monsieur dans son action, et il a récidivé en 2018 en disant EDF a une trop grande place dans le marché de l'énergie en France. Il faut bien qu'on fasse comprendre aux gens que la concurrence, c'est synonyme d'avancée et d'avenir meilleur. Au regard des faits qui sont face à nous aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation de 6%, qui vont se traduire pour les ménages par une facture qui va augmenter de 85 euros par an pour celles et ceux qui se chauffent à l'électricité et pour 25 euros pour les autres, on voit bien que libéralisation et ouverture à la concurrence ne signifient pas baisse des prix et meilleur service. Et cet exemple-là, on le voit partout en Europe. Parce qu'en France, on a aujourd'hui 7 millions de personnes en précarité énergétique. Mais si on prend par exemple l'Allemagne, c'est 325 000 foyers qui ont été coupés en 2014 de l'électricité. On considère à peu près en Allemagne qu'il y a entre 24 et 30% de foyers en précarité énergétique. Si on prend l'Espagne, là aussi c'est la même chose. Sur les 15 dernières années, le prix de l'énergie a augmenté de 87%, à tel point qu'une étude a révélé qu'en 2017, il y avait 4 millions de personnes qui n'arrivaient pas à chauffer correctement leur domicile, c'est-à-dire maintenir une température adéquate pour ne pas avoir froid. Donc tous ces exemples mis bout à bout, qui sont imposés par des directives européennes de libéralisation des services publics, montrent bien l'échec de ces orientations politiques qu'il faut combattre et qu'il faut redévelopper un grand service public de l'énergie en France. Et une des propositions qui est sur la table, c'est par exemple de baisser la TVA à 5,5% sur des produits de première nécessité qu'est l'énergie. Il est aujourd'hui inacceptable qu'un PDG du CAC 40 qui gagne des millions d'euros et la même facture d'électricité paye le même tarif qu'une personne qui gagne 900 ou qui est au RSA par exemple. On n'est pas égal en réalité dans ces produits-là et il faut avoir une TVA qui soit extrêmement faible sur ces produits de première nécessité. Le deuxième élément sur les services publics qui a éclairé l'échec de la mise à la concurrence, c'est ce qui s'est passé à la gare Montparnasse hier, avec une succession de pannes électriques qui a interrompu le trafic pendant plusieurs heures et qui a mis en galère des milliers d'usagers et des milliers de cheminots. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre les choses. Les cheminots ils sont sur le terrain et ils réparent les erreurs et ils corrigent les erreurs qui résultent des choix politiques pris par la direction d'entreprise. Et on voit bien que quelques mois après cette réforme qu'on nous a vendue comme magique, qui devait régler tous les problèmes, rien n'est réglé, ça va s'aggraver. Parce qu'en réalité, c'est symbolique, ces pannes électriques, du manque d'investissement, du réseau qui est en dégradation permanente, du recours massif à la sous-traitance dans les installations de sécurité qui entraîne des pannes à répétition. Et là aussi, on ne va pas développer sur ça, mais on le voit, le service public ferroviaire, quand il est ouvert à la concurrence partout en Europe, ça ne marche pas. On l'a vu par exemple l'an dernier en Grande-Bretagne, sans parler des accidents. En mai 2018, au moment où il y a eu une réforme des horaires, pendant 3 jours, tous les trains anglais, ou la quasi-totalité, ont été supprimés du fait qu'on n'avait pas anticipé qu'il fallait plus de trains, plus de conducteurs pour permettre que ces nouveaux horaires soient effectifs. Puisqu'il n'y a pas eu de concertation et que le service public anglais, qui n'est plus un service public, il est tellement morcelé qu'on ne peut pas unifier au niveau du territoire ces nouvelles décisions. Donc c'est un constat d'échec, et je crois qu'il va falloir demain mettre une grande politique publique de transport, et la seule condition pour que le réseau marche et que les usagers soient satisfaits et que les conditions de travail soient décentes pour les cheminots, c'est un grand service public national, une entreprise 100% publique. Ce sera la seule condition qui permettra de répondre aux besoins de mobilité qui sont exprimés aujourd'hui dans les mobilisations, par exemple des Gilets jaunes, et qui vont être, avec la lutte contre le réchauffement climatique, d'une urgence absolue. Donc SNCF, EDF, sur une semaine, ont mis en lumière les échecs des politiques libérales, les échecs des décisions d'ouvrir à la concurrence,
Et il faudra faire de la prochaine échéance européenne, se saisir de cette échéance en tout cas, pour exprimer l'abrogation des directives qui libéralisent les services publics et en faire une véritable bataille citoyenne. C'est-à-dire pas une bataille d'experts, mais que chacune et chacun puisse exprimer qu'il veut plus de services publics et que les décisions qui sont prises aujourd'hui à Bruxelles ne sont pas en adéquation avec les besoins des usagers et qu'elles dégradent plus qu'elles n'augmentent le service. La deuxième étude qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la question de l'évasion fiscale, qui a déjà été mise en lumière la semaine dernière avec les rapports d'Attac et d'Oxfam. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle étude, cette fois-ci à l'échelle européenne, faite par un chercheur britannique, qui estime que entre 750 et 900 milliards d'euros ont échappé à l'Union européenne en 2017. Donc c'est astronomique comme somme. Et par exemple, on voit qu'à l'échelle de l'Italie, c'est 190 milliards, et à la France, où d'habitude on évoque entre 60 et 80 milliards, on est là sur une fourchette de 120 milliards. Pour donner un exemple, c'est l'équivalent de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les produits énergétiques. Donc c'est totalement faramineux. Mais cette étude, elle met aussi en lumière un autre aspect qui est souvent pas évoqué ou peu évoqué encore, c'est qu'il y a une double sanction pour certains pays qui sont à la fois victimes des politiques d'austérité et qui perdent des recettes fiscales. Puisque les pays qui subissent les plus violentes cures d'austérité, c'est-à-dire la Roumanie et la Grèce, sont ceux qui ont les plus grosses pertes fiscales. Pour la Roumanie, c'est 29% de pertes fiscales, et pour la Grèce, c'est 26%. Donc on voit bien comment le capitalisme à la fois assèche les ressources des pays en encourageant l'évasion fiscale, et en plus pénalise les peuples de ces pays en imposant des cures d'austérité totalement dramatiques, avec des conséquences mortifères pour les populations. Donc il y a des décisions concrètes là aussi qui s'imposent, et qui relèvent du bon sens, je dirais. C'est par exemple ce que nous demandons depuis de nombreuses années, l'établissement d'une liste des vrais paradis fiscaux dans le monde. Aujourd'hui, pourquoi ne pas inclure le Luxembourg? Pourquoi ne pas inclure Malte ou l'Irlande, qui sont des aspirateurs à évasion fiscale et qui créent un dumping social inter-européen de concurrence entre les États qui encourage cette évasion fiscale et cette fraude fiscale. Donc tout ça, il va falloir y répondre urgemment. Et la deuxième solution, c'est bien sûr d'imposer les multinationales, de les taxer à la source. C'est une question simple. Là où elles font des bénéfices, elles doivent payer des impôts. C'est une question de justice sociale, une question de logique qui aujourd'hui n'est pas appliquée, qui permettrait de résoudre en partie la question de l'évasion fiscale. Donc on voit bien que service public, ouverture à la concurrence, évasion fiscale sont des enjeux européens qui sont tous liés, qui répondent au même modèle social qu'on veut nous imposer, qui aujourd'hui va à contre-courant des intérêts des peuples. Ça, il va falloir le démontrer, le mettre sur la place publique, en débattre avec tout le monde et le porter à un haut niveau de revendication pour dire aujourd'hui ça suffit, nous ne voulons plus ces choix qui nous sont imposés, qui nous sont dictés par les instances européennes et appliqués aveuglément par les pays, souvent avec en plus une certaine bienveillance, je dirais. On l'a vu avec la réforme du rail en France, donc tout ça, il va falloir le porter. Le troisième fait marquant de la semaine, c'est bien évidemment la crise que traverse le Venezuela. Donc on peut critiquer le régime de Nicolás Maduro, l'évolution du régime initié par Hugo Chavez, c'est tout à fait légitime. La militarisation de la société, par exemple, le recul sur certaines libertés, d'ailleurs nous ne nous privons pas de le faire, mais de là à soutenir un coup d'État organisé sciemment par les États-Unis, par la droite libérale et par le patronat, c'est autre chose. On a vu que les premiers soutiens du nouveau président Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président du Venezuela, ça a été Donald Trump, Bolsonaro et Salvini. Derrière, Emmanuel Macron lui a emboîté le pas, et l'Union européenne a aujourd'hui, hier, décidé de reconnaître ce nouveau président. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que si le Venezuela subit une crise économique majeure, qui est liée bien sûr au fait que le pétrole soit sa principale ressource, on a aussi une fuite des capitaux qui a été organisée par le patronat et par la droite, puisqu'on estime entre 2002 et 2012 à peu près 177 milliards d'euros qui ont été exfiltrés du Venezuela pour assécher l'économie, mettre le peuple dans la misère et créer les conditions d'avoir une crise politique. C'est ça la réalité. Parce que si aujourd'hui on dit crise démocratique, le peuple vénézuélien, à chaque élection, chaque fois qu'il exprime sa souveraineté populaire, il donne une large majorité, que ce soit à Hugo Chavez, à Nicolás Maduro et à tous les candidats qui se revendiquent de la révolution bolivarienne. C'est une réalité et l'opposition a fait le choix de ne pas participer aux élections dernièrement. Donc il ne faut pas tout mélanger. Ce qu'il faut dire, c'est que la première victime de cette crise, c'est bien évidemment le peuple vénézuélien qui vit dans la misère, qui aujourd'hui est au bord d'une guerre civile. Et en réalité, tout cela est instrumentalisé par des puissances qui n'ont qu'un regard, c'est celui du pétrole et de l'argent. Puisque la France, comme les États-Unis, comme le Brésil, comme beaucoup de pays,
s'empressent de reconnaître ce gouvernement parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. Il y a beaucoup d'autres pays où ça se passe mal, où il y a des révolutions, où des gens prennent le pouvoir, ou s'auto-proclament président de leur pays, et on n'entend pas la France les reconnaître de suite, on n'entend pas Donald Trump le reconnaître de suite. Donc c'est derrière cette question de la soi-disant révolution citoyenne qui soutient Juan Guaido, il y a des questions financières, et ça rappelle furieusement le coup d'État de 2002 contre Hugo Chavez, où George Bush s'était empressé de reconnaître le président du MEDEF qui s'était à l'époque autoproclamé président du Venezuela. Donc il y a une déstabilisation majeure qui est à l'œuvre, et c'est pas nouveau en Amérique latine, c'est la stratégie américaine qui ne supporte pas d'avoir sur son continent des régimes progressistes, des régimes de gauche, qui mettent l'intérêt général au cœur de leur politique et qui ne veulent plus d'impérialisme. Ils ont fait pareil au Chili à l'époque, on l'a connu avec d'autres pays, avec le Paraguay par exemple. C'est une réalité. La destitution de Lula, qui a été organisée aussi par les milieux d'affaires et de la droite, et soutenue en sous-main par les Américains. Le régime vénézuélien est aujourd'hui victime de cela, d'une déstabilisation organisée, préparée depuis de longues années, depuis la prise de pouvoir en réalité de Hugo Chavez, où la droite réactionnaire n'a jamais accepté d'avoir perdu le pouvoir, et aujourd'hui elle entend tenir sa revanche. Je crois qu'il faut que les Vénézuéliens tiennent bon, ce sont eux les premières victimes. Je crois que le peuple a aujourd'hui besoin d'une solution pacifiée, de sortir par des élections que Nicolas Maduro a d'ailleurs accepté, qui vont avoir lieu, et je crois que le peuple sera souverain, et ce qu'il exprimera dans les urnes, il faudra le respecter. Et enfin, le coup de cœur de la semaine, c'est un coup de cœur, mais c'est aussi une alerte. C'est pour le journal L'Humanité, qui est aujourd'hui en danger, qui est pourtant à l'heure d'un monde en perpétuel bouleversement, un outil formidable, qui, dès son éditorial de 1904, dans le premier numéro, disait qu'il serait un soutien de toutes les forces syndicales et du prolétariat organisé, qu'il serait un soutien des luttes, qu'il serait le porte-voix des travailleurs. Ce journal qui, avant la guerre en 1914, avait alerté sur les dangers de la montée des nationalismes, qui disait, d'ailleurs ça a coûté la vie à Jean Jaurès, disait que les guerres étaient au service du libéralisme et elles étaient contre les peuples. Je crois qu'il faut sauver l'humanité. Il faut participer à ce que le pluralisme de la presse perdure, et c'est fondamental dans le paysage médiatique, je dirais, actuel, où on voit que beaucoup de milliardaires détiennent l'ensemble des journaux, et il n'y a plus aujourd'hui de presse totalement libre, totalement indépendante, et l'humanité a cette richesse-là aussi, d'avoir un côté indépendant, ne pas dépendre d'un actionnaire, mais dépendre simplement de celles et ceux qui décident de s'abonner, de lire ou de faire des donations. Donc je crois que vraiment la bataille pour sauver l'humanité, elle est très importante, et d'ailleurs les soutiens qui viennent de bords politiques extrêmement différents, notamment de la droite par exemple, qui disent qu'ils sont attachés à ce journal qui est un patrimoine national, qui a connu des périodes très difficiles, notamment pendant la guerre, qui a continué à être diffusé de façon clandestine, et qui est aujourd'hui un formidable outil au service de la lutte. C'est un journal qui donne la parole à ceux qui sont silencieux, qu'on n'entend pas d'habitude, aux minorités, qui permet d'exprimer des revendications à contre-courant souvent de la société, et qui est aussi porteur de grandes campagnes historiques, comme celle pour la libération de Nelson Mandela, celle pour la libération de Salah Hamouri, celle pour la fin de la prolifération des armes nucléaires, pour la reconnaissance de l'État de la Palestine. C'est ça l'humanité. C'est un quotidien au service des peuples, au service de la paix, au service du monde du travail, et il faut le préserver.